La politique de l'école obligatoire porte ses fruits. Le taux de scolarisation est de façon générale en hausse en Côte d'Ivoire. Cependant, au niveau du préscolaire, il y a, semble-t-il, encore des efforts à fournir. On en parle ce soir. Le programme national de santé scolaire et universitaire lance un projet en vue d'améliorer les prestations dans les centres médicaux scolaires. Au Sénégal, Karim Wade remis en liberté après avoir été gracié par le président Macky Sall. Accusé d'enrichissement illicite, l'ancien ministre, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, était détenu depuis avril 2013. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Ce n'est plus un secret, l'éducation des jeunes enfants au préscolaire est une plus-value. Si le taux de scolarisation est de façon générale en hausse en Côte d'Ivoire, en 2015, il était estimé à 78,9%. Cependant, au niveau du préscolaire, il y a, semble-t-il, encore des efforts à fournir. C'est ce que nous dit Walter Amadou Ouattara. Dabakala, centre de protection de la petite enfance. Seulement, ce sont 10 pensionnaires pour une capacité de plus de 200 enfants. Le centre de la petite enfance n'est pas beaucoup fréquenté. Nous avons que 68 tout petits qui sont au centre préscolaire. Et donc, nous appelons véritablement nos parents à inscrire les enfants. Mais au-delà de ça aussi, on peut noter certaines difficultés. Il y a beaucoup de parents qui sont illettrés, qui eux-mêmes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, ils ne voient pas forcément la nécessité de mettre l'enfant à l'école. Pauvreté, analphabétisme des parents, quelques entraves à l'accès du préscolaire aux tout-petits. En 2012, une étude du ministère du Plan et du Développement révélait qu'un enfant d'un milieu favorisé a 20 fois plus de chances d'être inscrit dans un centre d'encadrement du jeune enfant. Celui qui a fait la maternelle, lui, on a eu le temps de voir comment il vit, on a eu le temps de rééduquer son comportement parce que chez nous, on dit le meilleur âge pour éduquer un enfant, c'est de 0 à 5 ans. En réponse à cette situation, un projet, le DIGE, Développement intégré du jeune enfant. Il s'agit d'informer, éduquer les parents, les familles et communautés à adopter les bonnes pratiques de soins, de protection et d'éveil du jeune enfant. Nous donnons à travers un programme d'éducation parentale des aptitudes aux parents pour la prise en charge de leurs enfants. À côté de ça, il y a l'éducation préscolaire, c'est-à-dire de faire en sorte que le développement psychomoteur, cognitif, affectif, social de l'enfant soit avéré. Aujourd'hui, un développement d'un enfant, c'est un développement holistique, un développement global. Pour consolider les acquis du DIGE et améliorer ses actions en faveur du jeune enfant, un séminaire s'est tenu à Yamoussoukro. Participants, une cinquantaine d'acteurs appuyés d'experts de la petite enfance. L'enfant sera pris dans sa globalité et cela est un atout pour l'éducation, formation, pour le développement global de l'enfant. Et je ne suis pas satisfaite parce que l'enfant est l'homme de demain. Avoir donc un document consensuel qui donne une vision, des stratégies et un plan opérationnel pour effectivement faire en sorte que à la fois les parents, les enseignants et les encadreurs puissent effectivement travailler ensemble. Coordonnée par le ministère du Plan et du Développement, la présente session de réflexion a été financée par l'UNICEF. Son objectif, contribuer efficacement à une meilleure prise en charge de la petite enfance. En images, débuté il y a 4 jours, les épreuves écrites du BEPC se sont achevées aujourd'hui. Les résultats sont prévus le 12 juillet prochain. Pour rappel, plus de 300 000 candidats étaient convoqués pour cette session 2015-2016 du brevet d'études du premier cycle. Justement, pour permettre à un plus grand nombre de jeunes filles, par exemple, d'atteindre notamment la classe de 3e, on continue de sensibiliser en vue de leur scolarisation et leur maintien à l'école. Des sujets au cœur d'une journée d'information dans un groupe scolaire situé à Anyama. Herman Yamien. Les élèves du groupe scolaire Nadan d'Anyama-Belleville, résolument engagés dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Selon ces élèves, ce fléau qui a contribué fortement au retrait de bon nombre de jeunes filles du circuit scolaire continue de faire de nouvelles victimes. En initiant cette journée de sensibilisation sur les effets néfastes des grossesses en milieu scolaire, ils entendent attirer l'attention de leurs camarades. C'est toi qui enceinte bébé des gens, non? Moi? Ah bon? Non, ce n'est pas moi, vous êtes trompé. Vous venez à l'école, vous flattez les enfants seulement. Quand vous venez là, vous dites que je vais payer les cahiers. Et puis après tout ça, vous partez dans les maquis qui remembellent. Les grossesses, ça ne sort pas comme ça. C'est une éducation qu'il faut donner à la fille en disant, en faisant ceci, vous allez avoir tel problème. Je lance un appel aux parents pour dire ceci. À partir du moment où la fille est aussi intellectuellement capable que le garçon,
il ne devait plus avoir de problème pour leur scolarisation. La marraine de cette cérémonie, Esther Pic, n'a pas manqué d'encourager les élèves pour cette initiative. Selon elle, par cette prise de conscience des élèves eux-mêmes, les actions en faveur de la lutte contre ce fléau peuvent désormais porter des fruits. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves du primaire et du secondaire de l'établissement, au nombre de 72, ont été primés. Tout ce qu'on apprend, c'est tellement intéressant et tout le monde est content. Et pour que les élèves jouissent d'une très bonne santé, des centres médicaux sont mis à leur disposition pour améliorer le fonctionnement et la qualité des prestations au sein de ces services de santé. Le Programme national de santé scolaire et universitaire lance un projet. On en sait plus avec Parga Reconnaît. Service de santé scolaire et universitaire du Plateau. Cet établissement sanitaire destiné uniquement par le passé aux élèves et étudiants reçoit aujourd'hui les populations de toutes les couches sociales. Tina, assistante sociale, et son fils Titi sont tous deux malades. Je sais que c'est pour les élèves, mais bon, comme nous travaillons au plateau ici, et puis quand on vient, ils sont disponibles et nous, voilà, ils nous apportent leur aide. C'est pour ça que je viens souvent ici. Comme nous sommes situés en plein centre de plateau, tous les fonctionnaires adultes de passage ici passent me voir. Dans cet établissement sanitaire, l'on retrouve de nombreuses unités. Cabinet dentaire, service de psychopathologie, infirmerie, service social et planning familial, entre autres. Ces unités permettent au personnel de ces médico-scolaires de recevoir plusieurs patients. Nous voulons donc leur dire qu'il faut venir ici à tout moment. Quand vous avez un petit problème de santé, vous venez. Pour promouvoir les services de santé scolaire et universitaire, le Programme national de santé scolaire et universitaire initie le projet Visite guidée des médico-scolaires sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif étant de rapprocher ces centres de santé des populations. Le ministre Raymond Kofi Goudou nous a demandé, dans notre mission, d'ouvrir à tous les adolescents pour que tout le monde puisse bénéficier des professionnels que sont les médecins de santé scolaire et universitaire. Les responsables du Programme national de santé scolaire et universitaire invitent l'ensemble des populations à fréquenter les services de santé scolaire et universitaire pour non seulement se traiter, mais surtout comprendre le mode de fonctionnement. On reparle de la journée internationale des veuves, c'était hier, et à la paroisse Jean-Marie Vianney de Vridicité, dans la commune de Port-Bouët, les veuves ont été honorées. Serge Coléa. La fraternité éternelle vit, mais du baume au cœur des veuves. Ces festivités, en hommage aux veuves des paroisses Saint-Jean-Bosco d'Atécois et Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité, ont été marquées par des dons recueillis essentiellement auprès d'ONG et de bonne volonté. 400 veuves ont reçu du riz, du savon et de l'huile, une action sociale que les bénéficiaires ont saluée. Le curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney a demandé aux veuves de placer leur confiance en Dieu, leur seul vrai soutien. Avec Dieu, nous ne sommes jamais veuves et veufs, parce qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et il nous demande de manifester notre amour à son égard, pour que lui-même vienne nous ressourcer davantage, pour nous procurer la joie, le bonheur, la prospérité, la tendresse. Créée en 2008, la Fraternité éternelle vit s'assigne pour mission principale de visiter, d'exhorter, d'évangéliser et de prier pour les veuves. Au Sénégal, Karim Wade remis en liberté après avoir été gracié par le président Macky Sall. Avec lui, 2 de ses co-accusés condamnés pour enrichissement illicite. Ils étaient tous détenus depuis avril 2013. L'ancien ministre, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade, évidemment, lui ne souhaitait pas sortir de prison sans recouvrer un casier judiciaire vide et effacer sa dette.
Le bruit courait, la rumeur circulait au Sénégal depuis des jours. La présidence confirme. Karim Wade vient d'être gracié par le président Macky Sall. Le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade a été remis en liberté dans la nuit du jeudi à vendredi. Il a quitté la prison de Rebeuss aux environs d'1h du matin pour une destination non encore précisée, même si certaines sources évoquent le Qatar. Pendant ce temps, un communiqué de la présidence annonçait la nouvelle au peuple sénégalais, ainsi que la libération de 2 autres co-accusés dans cette affaire des biens mal acquis. Néanmoins, les sanctions financières à l'encontre de l'ex-ministre reste en vigueur. Son arrestation en avril 2013 avait déchaîné les passions et son procès avait tenu le pays en haleine pendant 18 mois. À l'issue de son jugement en mars 2015, Karim Wade écope de 6 ans d'emprisonnement et 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Désormais, c'est la remise en liberté de celui que nombre de Sénégalais surnomment ministre du ciel et de la terre qui ne laisse guère indifférent. Le Royaume-Uni choisit de quitter l'Union européenne. 51,9% des votants se sont prononcés en faveur du divorce. Ce vote va mettre fin à 43 années d'alliance entre les deux entités. Le Premier ministre David Cameron, qui a fait campagne pour le maintien, a annoncé sa démission d'ici le mois d'octobre. Les bourses européennes, elles, se sont affolées à l'ouverture ce matin. C'est désormais une certitude. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. 51,9% des électeurs ont voté en faveur du Brexit. Un désaveu terrible après 60 ans de construction européenne qui a provoqué un vendredi noir sur les marchés mondiaux. Battu, David Cameron a annoncé qu'il resterait Premier ministre jusqu'au mois d'octobre. Londres entre donc dans une période de négociations intenses. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait durer jusqu'à 2 ans. Les résultats montrent surtout un pays divisé. Le nord de l'Angleterre et le Pays de Galles ont largement voté pour la sortie, alors que Londres, l'Irlande du Nord et l'Écosse voulaient rester. Conséquence, un second référendum d'indépendance de l'Écosse est sur la table, selon Nicola Sturgeon, la première ministre de cette région. Le couple franco-allemand déplore la décision des Britanniques. La chancelière allemande, Angela Merkel, a appelé les 27 États de l'Union européenne à ne pas prendre de décisions trop rapides et trop simples. François Hollande appelle solennellement à un sursaut européen pour parer au choix douloureux des Britanniques. Les eurosceptiques, eux, crient victoire. En France, Marine Le Pen. Aux Pays-Bas, le député d'extrême droite Geert Wilders. Ou en Italie, tous appellent à un référendum sur une sortie de l'Union européenne dans leur pays. On termine cette édition par du sport. Mondial 2018, les dés sont jetés. Le tirage au sort du 3e tour des qualifications de la zone Afrique s'est effectué aujourd'hui. La Côte d'Ivoire cohabitera avec le Maroc, le Mali et le Gabon. Les 20 équipes en lice ont été réparties en 5 groupes de 4, dont les vainqueurs seront les 5 représentants en Russie. Sébastien Wogna. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires pour le 3e et dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018 Zone Afrique. Les champions d'Afrique en titre ont hérité du groupe C, en compagnie du Gabon, du Mali et du Maroc. Les éléphants retrouvent le Gabon avec lequel ils sont dans le même groupe des éliminatoires de la CAN 2017. Dans cette équipe se trouve le meilleur joueur africain, Aubameyang. Le Maroc, avec à sa tête Hervé Renard qui a conduit les éléphants à la victoire finale de la CAN 2015, est un sérieux client pour les éléphants de Michel Dissué. Le Mali est toujours difficile à jouer pour les éléphants et la dernière CAN la teste bien avec un nul 1-1 acquis en fin de partie. Ce sont des bonnes équipes. Après, eux aussi, ils savent que jouer contre la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Donc maintenant, il convient pour nous d'avoir le plus grand respect et de bien préparer nos matchs. Avec un groupe rajeuni, Michel Dissué attaquera sans complexe ses éliminatoires dans une poule C assez relevée. Le groupe B avec la Zambie, le Cameroun, l'Algérie, le Nigeria. Le groupe D avec le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Cap-Vert. Enfin, le groupe A, la Tunisie, la Guinée, la RDC et la Libye. Les éliminatoires qui se disputeront en 6 journées commenceront le 3 octobre pour s'achever le 17 novembre 2017.
Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi.